Alors, ça me fait grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui, de partir le bal ce matin. Je pense qu'on est rendu autour de 100 personnes. Donc, en combinaison avec mon café, ça me donne un bon petit kick ce matin pour vous parler. Alors, comme Odette l'a mentionné, moi, je vais vous faire plonger peut-être un peu dans le monde de la santé publique. Moi, ça fait 2 ans que je suis chercheur postdoctoral au Centre de recherche en santé publique, qui est affilié à l'Université de Montréal et aussi au sein de la Charte de recherche du Canada, approche communautaire et inégalité de santé. Et dans ce monde-là, je m'amuse beaucoup à apprendre sur des concepts clés tirés de la santé publique et je vais essayer aujourd'hui de faire des liens entre l'adversité, les inégalités sociales dans le développement langagier et certains de ces concepts-là tirés de la santé publique. Donc, au menu, d'abord, des inégalités. Quelles inégalités en langage? Alors, on va en parler. Est-ce qu'il existe des inégalités dans le développement langagier? Et si oui, dans quelle mesure? Ensuite, on va plonger un petit peu plus dans le monde de la santé publique. Je vais présenter certains concepts clés, des notions théoriques, disons. Je vais essayer de les appliquer très bien pour que ce soit clair, mais on va surtout focuser sur l'idée des déterminants sociaux du développement de l'enfant et des déterminants sociaux du développement langagier. On va parler de leur distribution de ces déterminants-là parce que c'est là où se crée cette question-là d'inégalité sociale dans le développement langagier. Et je vais faire des liens un peu avec qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui dans le colloque. Donc, le fondement derrière ma présentation ce matin, c'est l'idée selon laquelle plusieurs enfants au Québec comme ailleurs ont des difficultés de langage, évidemment. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est les résultats de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, l'EQDEM, qui est, je crois qu'elle a commencé en 2012, là, si je ne me trompe pas, et elle est reconduite à tous les 5 ans. Donc là, vous voyez les résultats de 2017. Et dans cette étude-là, on mesure le niveau de développement des enfants à la maternelle dans différentes sphères de leur développement, différents aspects de leur développement. Donc, on utilise un outil de mesure qui s'appelle l'IMDPE. Et cet outil-là permet de mesurer le niveau d'habileté des enfants dans 5 domaines, donc santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité affective. Et les 2 autres domaines sont un peu liés au langage et à la communication. Donc, on a le domaine du développement cognitif et langagier. Et à la diapo suivante, je vous présente les résultats pour le domaine qui s'appelle habileté de communication et connaissances générales. Donc, les lignes bleues à l'écran, en fait, c'est la proportion, le taux, le pourcentage d'enfants qui présentent des difficultés dans le domaine du développement cognitif et langagier en fonction de la région administrative au Québec. Donc, vous avez différentes régions à la gauche, différentes parties de la province. On voit que le taux d'enfants en difficulté varie légèrement parfois et d'autres fois de façon un peu plus intense. Si on regarde, par exemple, dans la Côte-Nord, on a un taux de 15,6 % d'enfants et le petit plus à côté, c'est pour dire que bon, c'est plus élevé que la moyenne provinciale, la moyenne du Québec, alors que dans d'autres cas, si on regarde Gaspésie et de la Madeleine, on est à 8 %. Donc, dans certains cas, hein, ça varie un petit peu plus, de façon un peu plus importante. Je vous montre aussi les résultats pour le domaine habileté de communication et connaissances générales. Là, on renvoie encore à la capacité des enfants à communiquer de façon à être compris, leur capacité à comprendre les autres et aussi leurs connaissances. Donc ici, un peu le même portrait de figure. Hein. On a jusqu'à 14 % des enfants qui sont en difficulté. C'est quand même beaucoup. Et ce taux-là, il est doublé par rapport à d'autres régions comme Chaudière-Appalaches, centre du Québec. Donc, ce sont des variations importantes. Mais ce qui est plus intéressant, je crois, c'est quand on plonge à même une ville. Il y a des villes, par exemple, à Montréal ou dans la région de la capitale nationale qui ont créé des rapports qui plongent un petit peu plus spécifiquement dans le détail des résultats à l'EQDEM en fonction du quartier dans lequel les enfants grandissent. Et c'est là où moi, je trouve qu'il y a beaucoup de données intéressantes. Et on constate que les taux d'enfants qui sont vulnérables dans le langage et la communication, donc à ces 2 domaines-là de l'enquête québécoise du développement des enfants dans la maternelle, le taux varie beaucoup en fonction du quartier dans lequel vivent les enfants. Si on regarde à Montréal, si on compare 2 quartiers qui ont des niveaux de défavorisation très différents, disons le CLSC du plateau Mont-Royal, qui est un milieu plutôt aisé, on retrouve entre 4 5 % d'enfants qui ont des difficultés de langage.
Et ça monte à 16-20 quand on regarde le CLSC Saint-Michel, qui est un quartier plus défavorisé que celui du plateau Montréal. Même chose un peu qui se passe dans la capitale nationale, et là, il y a des différences assez importantes. Les difficultés de langage sont autour de 10-12 pour le quartier, le territoire du CLSC Sainte-Foy-Sillery, qui est un quartier plus aisé. Et quand on regarde dans le quartier Vanier, CLSC Vanier, ça monte à 20-30 dans certains cas. Donc, on est en train de tripler là, presque le taux d'enfants en difficulté en comparant les quartiers dans lesquels les enfants grandissent. Et je vous montre, là, il y a beaucoup de chiffres à l'écran, là, je vais vous guider, là, il est tôt le matin, je vais vous dire qu'est-ce qui est important dans ce tableau-là. En fait, c'est un peu la même chose, c'est un rapport qui montrait le taux d'enfants en difficulté dans les 5 domaines de l'ECDEM que vous voyez en haut du tableau. En fonction du quartier dans lequel les enfants grandissent, mais aussi en fonction des caractéristiques sociodémographiques de ce quartier-là. Et là, c'est la prochaine couche que j'ajoute un peu à l'analyse. Quand on regarde nos 2 domaines de cette enquête-là qui nous intéressent, au niveau du langage et de la communication, lorsqu'il y a des chiffres, des taux en rouge, c'est qu'on a un taux assez élevé d'enfants qui présentent une difficulté dans ces domaines-là. Et les colonnes, ce sont différents quartiers de CLSC de Montréal. Ce qu'on voit, c'est que quand les taux sont vraiment en couleur vive, là, rouge ou mauve, c'est qu'il y a des proportions, des pourcentages élevés. En rouge, c'est des proportions élevées d'enfants en difficulté, et en mauve, ce sont des proportions élevées de caractéristiques de défavorisation. Donc, ça peut être des familles dont les parents ont un niveau de scolarité plus faible, un taux de chômage élevé, des familles qui vivent sous le seuil de la pauvreté, des familles en contexte d'immigration. Donc là, on voit que dans le quartier où on retrouve autour de 20 d'enfants en difficulté de langage, 13-20 c'est aussi là où on retrouve des taux élevés de caractéristiques qui sont des facteurs de risque aussi pour le développement des enfants. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve à travers les quartiers. Là, on suit le taux d'intensité de la couleur, et on voit que ça varie quand même en fonction des caractéristiques sociodémographiques de ces quartiers-là. Même constat à Québec un peu. Quand vous voyez, ça, ce sont dans les 2 prochaines diapositives, ce sont les quartiers que j'ai comparés. Donc, pour les taux d'enfants en difficulté, ici, il n'y avait pas énormément d'enfants en difficulté de langage, à peu près 4 Et on voit aussi que la défavorisation sociale et matérielle, elle est moindre. Plus de vert, plus de jaune. Quand on regarde le quartier dans lequel on retrouvait jusqu'à 28 d'enfants en difficulté, là, on a une combinaison de défavorisation sociale et matérielle qui est assez importante. Donc, ça veut dire quoi, tous ces constats-là? Ça nous permet de voir, premièrement, qu'il y a des disparités importantes qui existent dans le développement langagier des enfants en fonction du quartier dans lequel ils grandissent. Deuxièmement, il faut se rappeler que ces disparités-là, elles sont évitables. Elles semblent donc socialement construites. On n'est pas, les différences biologiques entre les enfants ne peuvent pas expliquer l'ampleur des différences qu'on constate dans les difficultés de langage qui sont vécues par les enfants en fonction de leur quartier, parce que les difficultés de langage peuvent aussi être associées à des prédispositions biologiques, mais ici, du moins, il semble y avoir un apport assez important du milieu de vie dans lequel les enfants grandissent. Troisième constat, ces données-là, il faut se rappeler qu'elles ont été recueillies chez des enfants d'à peine 5 ans. Les premières années de vie, 0-5 ans, c'est vraiment une période charnière pour l'acquisition, le développement de compétences langagières qui sont solides, qui vont être une fondation, un pilier pour le développement de plein d'autres habiletés, des habiletés sociales, la réussite éducative, l'apprentissage de la lecture, l'écriture. Il faut se rappeler que le langage va contribuer à plein de choses plus tard. Et donc, c'est assez préoccupant, là, ces taux-là d'enfants en difficulté avant même l'âge de 5 ans. Et donc, on va parler de ça un peu. Pourquoi c'est préoccupant, l'ampleur des difficultés? Le langage, c'est une habileté qui est fondamentale au développement harmonieux de façon globale des enfants, à leur bien-être. C'est vraiment au cœur de notre lien social. C'est ce qui nous permet de parler et communiquer efficacement, d'entrer en interaction avec les autres, de participer socialement, d'avoir du pouvoir social. C'est aussi au cœur de nos apprentissages. Le langage, c'est un outil que les enfants vont utiliser et qu'on utilise encore comme adultes pour apprendre des nouvelles informations. C'est notre outil, donc il faut être capable de le développer. C'est au cœur de la santé physique et mentale, donc la littératie aussi, c'est associé à la santé des individus, leur bien-être au niveau de la santé mentale.
Et finalement, on peut imaginer que c'est au cœur de notre identité, hein, la façon qu'on communique, notre capacité à comprendre, parler avec les autres. Ça nous permet de réaliser nos plus grandes aspirations personnelles et professionnelles. Donc, le fait, inversement, le fait de présenter des difficultés de langage à la fin de la période préscolaire, c'est associé, et ça, il y a une multitude d'études qui l'ont montré, à plusieurs répercussions négatives, hein, donc dans la qualité de vie, des échecs académiques, un isolement social accru, faible employabilité aussi, puis des problèmes de santé mentale. Donc, en ce sens-là, quand on regarde cette diapositive-là, puis on fait ces constats-là, on comprend que le langage contribue à la santé des individus dans sa définition qui a été adoptée par l'Organisation mondiale de la santé et qui est une définition plus large peut-être que celle à laquelle on pense typiquement. Donc, c'est ici qu'on commence à plonger dans le monde de la santé publique et on va commencer par définir qu'est-ce que c'est la santé au fond. L'Organisation mondiale de la santé nous dit, et ça, vous voyez la date, là, ça a été défini en 1946 et cette définition n'a jamais été modifiée depuis. On parle de santé quand on parle d'un état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc, ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ici, on est très loin de la notion seulement de santé physique. La santé est prise en compte dans sa globalité. Elle est associée à la notion de bien-être. C'est un concept positif qui met en valeur les ressources pas seulement physiques, mais sociales et les capacités physiques. Donc, la santé va être considérée comme une ressource, un atout qui nous aide dans la vie quotidienne. Et donc, en ce sens-là, quand on adopte cette définition très large de la santé, ça a tout le sens du monde, hein, de considérer que le développement langagier harmonieux des enfants, c'est un enjeu de santé publique. Quand on constate l'ampleur des répercussions, ou plutôt le rôle que le langage va jouer et l'ampleur des disparités qu'on observe entre les enfants. Donc, ça nous permet d'envisager de commencer à parler peut-être plus fréquemment du développement du langage comme un enjeu de santé publique, d'utiliser ces termes-là, je pense que c'est important. Et la notion de santé publique renvoie donc aussi à la notion de promotion de la santé. Comment est-ce qu'on fait la promotion d'un développement langagier harmonieux? Donc, pour faire ça, il faut s'intéresser à comment la santé, comment le développement du langage se construit au quotidien tout au long de la vie des individus. Donc, on retourne un petit peu dans les concepts de santé publique. Comment est-ce que la santé se construit selon les fondements de la santé publique un peu? La santé, elle est engendrée et vécue dans les différents contextes, les différents cadres de la vie quotidienne. J'aime bien cette définition parce qu'on parle de la santé qui se construit là où on apprend, là où on travaille, là où on joue et là où on aime. Donc ici, on est en train de voir que la santé, ça ne dépend pas seulement de prédispositions biologiques, héréditaires, mais aussi de déterminants qui sont socialement construits. La santé, on considère qu'elle est construite à partir de l'accès aux ressources dont on dispose qui favorisent la santé. Et ces ressources-là, elles sont présentes dans notre vie quotidienne, dans notre quartier, à même là où on vit, là où on aime, là où on joue, là où on travaille. Et c'est assez évident dans certains cas qui dispose de ces ressources-là. Hein. Pour reprendre les mots de Louise Potvin là, à une autre conférence de l'ACFAS cette semaine, on le sait très bien quand on entre dans un quartier, dans une ville qui ne dispose pas des ressources similaires pour la santé des individus qu'un autre. On sait très bien quand on entre et quand on quitte un quartier plus défavorisé qu'un autre. Et donc, on voit que ces ressources-là qui contribuent à la santé, elles ne se distribuent pas de façon équitable entre les quartiers. Donc, pour promouvoir la santé, il y a une étape charnière qui a eu lieu dans l'histoire de la santé publique moderne, qui est l'adoption de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Et en se basant sur cette définition de la santé comme étant quelque chose qui se construit dans notre vie quotidienne, dans nos environnements, là où on fait plein de choses au quotidien, les tenants de cette charte-là nous disent que c'est important pour promouvoir la santé de s'intéresser et d'agir sur les déterminants sociaux de la santé. Et c'est ça le crunchy de la présentation. Je vais vous parler de qu'est-ce que c'est les déterminants sociaux de la santé et essayer de transposer ce concept-là aux déterminants sociaux du développement de l'enfant et du développement du langage, plus spécifiquement. Alors, les déterminants sociaux de la santé, on nous dit que ce sont essentiellement, et ça c'est une traduction libre, là, c'est les circonstances complexes dans lesquelles les individus naissent et vivent et qui ont un impact sur leur santé. Ce sont des facteurs
parfois intangibles, hein, des facteurs sociaux, économiques qui influencent la santé des gens. Ça peut être aussi des construits culturels, politiques, des conditions liées au milieu de vie, l'accès à des systèmes de santé et d'éducation, l'accès à des environnements sécuritaires, un voisinage ou un quartier bien conçu dans lequel on a accès à des aliments sains, à du transport facile. Je ne sais pas si vous avez vu dans les dernières semaines, là, Olivier Niquet a fait une chronique dans la presse sur l'importance de l'urbanisme dans le quartier sur notre santé. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on parle de déterminants sociaux de la santé, à quoi ressemble un peu le quartier et l'environnement dans lequel on vit. Donc, les déterminants sociaux de la santé vont influencer positivement ou négativement la santé et ils sont la cause sous-jacente de plusieurs disparités, plusieurs inégalités sociales dans la santé, dans le fonctionnement des individus et dans la qualité de vie entre des individus, mais aussi entre plusieurs groupes sociaux ou communautés. Alors, je propose de reprendre, en fait, certains l'ont fait par le passé, mais pas très souvent. On ne parle pas souvent des déterminants sociaux du développement des enfants et encore moins des déterminants sociaux du développement langagier. Donc, se basant sur ce principe-là de santé publique, on peut considérer que les déterminants sociaux du développement du langage, ce sont au fond les environnements et les expériences qui influencent le développement langagier des enfants. Donc, d'en parler dans ces termes-là nous amène à élargir un peu notre regard sur quelles sont toutes les conditions qui peuvent être associées au développement du langage des enfants de près ou de loin, de façon directe ou indirecte. Et c'est de ça dont on va parler dans les prochaines diapositives. Donc, qu'est-ce qu'on connaît sur les déterminants sociaux du développement de l'enfant et du langage? Alors, je vous propose d'en faire un tour d'horizon très rapide de ce qu'on connaît sur les déterminants sociaux du développement de l'enfant. Et pour faire ça, je me base sur un modèle qui a été développé par une équipe de chercheurs et d'intervenants dans le cadre de la Commission de l'Organisation mondiale de la santé sur les déterminants sociaux de la santé. Et plus spécifiquement, c'est un groupe qui s'intéressait aux déterminants sociaux du développement des enfants dans le début des années 2000. Et ils ont développé un modèle qui s'appelle le Total Environment Assessment Model for Early Child Development, qui amène à considérer toutes les sphères d'influence dans la vie de l'enfant qui sont interreliées, donc autour de l'enfant. Et ça nous montre donc qu'il y a des occasions ou des ressources et donc des déterminants sociaux pour soutenir le développement de l'enfant à différents niveaux ou paliers de la vie, en partant du niveau le plus proximal, comme la famille, et en ajoutant un peu d'autres couches comme la communauté, le voisinage direct dans lequel les gens vivent, la région, la nation, donc le pays dans lequel on vit, et aussi l'environnement global, donc vraiment mondialement. Et je propose d'utiliser cet appui théorique-là pour comprendre donc les déterminants sociaux du développement de l'enfant et particulièrement faire un lien avec ceux qui jouent un rôle dans le développement langagier. Alors, pour chaque niveau d'influence, le modèle TEAM, que je vais l'appeler TEAM pour le reste de la présentation, identifie des déterminants sociaux du développement de l'enfant qui sont basés sur les évidences scientifiques et qui sont aussi des déterminants sociaux du développement langagier. On sait qu'un des déterminants ou des facteurs qui est le plus fortement associé au développement langagier des jeunes enfants dans les premières années de vie, c'est la qualité des interactions qu'ils vont entretenir avec des adultes de leur entourage et donc, en l'occurrence, souvent leurs parents, qui est leur interlocuteur principal, mais ça peut être aussi d'autres adultes dans d'autres milieux de vie. Donc ça, c'est un déterminant social du développement langagier, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans la vie des familles et qui vont jouer un rôle sur la qualité de cette interaction-là, qui va influencer la disposition émotionnelle du parent à s'engager dans des interactions qui sont sensibles aux signaux de communication d'enfants, qui sont répondantes, qui sont riches pour le développement langagier, dans des conversations balancées, aller-retour, qu'on sait qui sont si cruciales pour le développement langagier. Et donc, ces facteurs-là qui viennent jouer un rôle un peu ou influencer la qualité de l'interaction par enfant. Il y a des études qui ont montré que le niveau de revenu des familles et le niveau de scolarité peut être associé en fait à la qualité des interactions par enfant. Leur connaissance aussi sur le développement de l'enfant. Donc, si on pense au langage spécifiquement, un parent qui ne saurait pas qu'on peut parler et stimuler le langage d'un enfant, même avant que l'enfant lui-même parle, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le développement, dans le développement langagier de l'enfant, même dans la première année de vie, ça peut influencer la façon dont on interagit avec l'enfant, évidemment.
Et finalement, bon, la santé mentale et physique, hein, s'il y a un stress accru, un stress chronique ou des problèmes de santé mentale, évidemment, ça peut influencer la façon dont on interagit, la fréquence, mais aussi la qualité des interactions par enfant. Donc, ces déterminants-là du développement langagier au niveau de la famille sont peut-être un peu plus connus. Je vous dirais là où c'est pour moi plus intéressant, où là où j'ai beaucoup appris, c'est au niveau de la communauté. Donc, avant de me plonger dans le monde de la santé publique, je pense que je n'avais pas autant compris quel est le rôle potentiel du voisinage dans le développement de l'enfant et dans le développement langagier spécifiquement aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le lien entre la famille et la communauté qui peuvent promouvoir un développement langagier harmonieux. On peut penser au réseau social des familles, le fait d'avoir un bon tissu social, un bon réseau social, des gens sur qui compter dans notre voisinage ou dans notre communauté. C'est important parce que ça contribue d'une part à notre bien-être, à notre santé mentale comme parents, qui est un déterminant qu'on vient d'aborder, mais aussi parce que ça favorise le partage d'informations sur les pratiques parentales, le développement de l'enfant. Ça offre aussi des opportunités, comme je disais, pour du soutien émotionnel, psychologique. Donc, ce sont toutes des choses qui peuvent, de façon plus indirecte, évidemment, influencer favorablement le développement langagier des enfants. L'accès à des environnements physiques, ça, je trouve ça intéressant, comme des bibliothèques ou des parcs. Il y a une étude qui soulignait que dans des quartiers plus défavorisés, les enfants ont moins accès à du matériel écrit, hein, du langage écrit, des mots, des pancartes écrites. Et ça peut influencer aussi le développement du langage, mais aussi, est-ce qu'il y a des parcs à proximité? Est-ce que ces parcs-là sont sécuritaires? Est-ce que les familles ont envie d'y aller? Les parcs, c'est un espace où les enfants entendent d'autres enfants, interagissent avec d'autres enfants, d'autres adultes, entendent des modèles de langage et ont des opportunités pour utiliser leur langage qui contribuent évidemment à leur bon développement langagier. Est-ce que dans le quartier dans lequel les familles habitent, on a accès à des services sociaux et soins de santé? Et là, c'est important de distinguer la disponibilité de ces services-là et la facilité d'accès. Donc, parfois, des services sont disponibles, mais c'est difficile d'y avoir accès ou c'est difficile pour les familles d'y avoir accès. Et même chose pour les contextes éducatifs de qualité. Encore là, je crois que c'était dans les recommandations ou les constats faits par la commission, les travaux de la commission Laurent en lien avec la protection de la jeunesse qui montraient que dans les quartiers les plus défavorisés, c'est là où c'est plus difficile d'avoir accès à des milieux de garde de qualité. Alors que ce seraient ces enfants-là qui pourraient en bénéficier encore plus. Donc ça, ce sont des déterminants sociaux du développement du langage à même la communauté. Si on regarde plus loin, la société, on s'amuse un peu là, à élargir toujours notre regard sur ces déterminants sociaux-là. Évidemment, ici, on a des variables sur lesquelles on peut peut-être, comme individu, agir un peu moins ou avoir un peu moins de contrôle, mais c'est important de savoir qu'il y a des déterminants sociaux qui sont en jeu à des niveaux plus loin. Hein. Disons, les investissements qui sont faits par l'État dans des programmes basés sur les évidences scientifiques qui soutiennent le développement de l'enfant et le développement du langage, bien, ça a un rôle à jouer de façon très indirecte sur le développement du langage des enfants québécois. Les lois qui sont présentes au Québec, on peut penser à la loi de la protection de la jeunesse, bien, ça, c'est une mesure de société qui favorise le développement des enfants, disons. Les politiques familiales qui sont mises en place, les programmes éducatifs qu'on soutient, qu'on valorise et qu'on finance, et aussi la valeur de l'enfance. Et là, j'ajouterais, parce que notre dada particulier, c'est le langage, quelle est la valeur qu'on accorde au développement du langage dans notre société? Ça peut évidemment, ou de façon éloignée, avoir un rôle à jouer sur le développement du langage des enfants dans notre société. Donc, pour des causes pour militer en faveur de ça, c'est important de savoir qu'il existe des déterminants sociaux du langage un petit peu plus loin là, que l'enfant et sa famille. Donc, on a parlé des déterminants sociaux. On s'est amusé en tout cas, moi, je me suis amusée à en parler en termes de développement du langage, déterminants sociaux du développement du langage. On va parler de leur distribution maintenant, hein, parce qu'on sait que ces déterminants sont importants. Mais comment est-ce qu'ils se distribuent au sein de la population? Et si vous me suivez depuis le début de la présentation, le punch, évidemment, c'est qu'elles ne sont pas distribuées équitablement entre les enfants. Mais pour vraiment taper sur le clou des inégalités sociales en langage, je veux vous parler d'un concept qui est celui du gradient social de santé, un concept
concept qu'Odette a abordé brièvement en mot d'ouverture de la journée et que je vais transposer au développement du langage, mais qui est un concept bien présent en santé publique. Alors, qu'est-ce que c'est le gradient social de la santé? Le gradient social de santé réfère au fait que des inégalités dans la santé des populations sont le reflet d'inégalités dans le statut social de ces populations-là. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un graphique dans lequel ce qu'on voit à la gauche, et donc l'axe vertical, c'est l'indicateur de bonne santé, donc dans quelle mesure la population est en bonne santé. Et vous voyez 5 groupes. Donc, c'est divisé en groupes qui augmentent en niveau de défavorisation. Donc, essentiellement, on a pris la population, on l'a divisé en 5 groupes qui sont du moins défavorisés au plus défavorisés. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation assez directe entre la santé et le statut socio-économique. Cette idée-là est peut-être pas choquante, mais quand on regarde spécifiquement qu'est-ce qui se passe, on voit qu'une augmentation légère du niveau de défavorisation va augmenter, va diminuer aussi de façon similaire l'état de santé des individus. Hein? Donc, c'est une relation pas de type dichotomique. Hein? Ce n'est pas les gens qui sont en contexte de pauvreté versus les gens qui ne le sont pas et eux, ils sont en moins bonne santé, eux, ils le sont plus. C'est vraiment qu'une personne qui est d'un statut socio-économique X est en meilleur niveau de santé qu'une personne qui est légèrement en dessous de son statut socio-économique et cette personne-là est elle-même en meilleure santé que la personne qui se retrouve directement en dessous. Donc, il y a vraiment une relation de type gradient. Et cette relation-là, on la trouve pour presque toutes les conditions de santé ou les problèmes de santé, si je ne me trompe pas, à l'exception de la dépression. Et donc, l'idée, c'est que le gradient social de santé, est-ce qu'on le retrouve aussi pour le développement de l'enfant et pour le développement du langage? Et vous avez vu un petit peu en introduction avec Odette que vraisemblablement, oui, bien qu'il n'y ait pas énormément d'études qui ont porté sur cette idée-là de gradient social dans le développement langagier. Donc, est-ce que le niveau de difficulté de langage ou la proportion d'enfants qui ont des difficultés de langage, est-ce que ça augmente de façon systématique avec l'augmentation du niveau de défavorisation? Vous voyez à l'écran les résultats d'une étude qui a été menée par une équipe au Royaume-Uni qui fait la compilation dans ce graphique-là de 2 études, une qui a été menée en Australie et l'autre qui a été menée en Écosse, et qui, encore une fois, a séparé la population en 5 quintiles. Donc, le quintile 1, ce sont les enfants qui vivent dans les milieux les plus favorisés et le quintile 5, les plus défavorisés. On voit qu'il y a quand même cette relation-là de type gradient qui est plus prononcée pour peut-être les quintiles les plus faibles, mais ce n'est pas juste une question de seuil à partir duquel les enfants ont des difficultés de langage. Une augmentation légère du taux de défavorisation va aussi augmenter le taux d'enfants en difficulté. C'est aussi de dire que la moindre diminution peut-être du niveau de défavorisation matérielle et sociale des familles, est-ce que ça a le potentiel pour soutenir le développement du langage? On peut s'imaginer que oui. Bref, ce sont des taux qui varient, qui reflètent une distribution inégale des ressources qui soutiennent le développement langagier, des déterminants sociaux dont on parle depuis le début. Alors, d'une distribution inégale des déterminants sociaux, on en arrive à des inégalités sociales dans le développement langagier. Donc, de mieux comprendre les mécanismes par lesquels ces déterminants-là agissent et d'agir sur ces déterminants sociaux-là, ça semble être une piste ou une avenue à privilégier pour réduire ces inégalités dans le développement du langage à la source. Donc, pour vraiment diminuer les pourcentages d'enfants qu'on retrouve qui ont des difficultés de langage qu'on a vu dans la diapositive précédente, est-ce qu'une idée, ce serait d'agir sur ces déterminants sociaux-là pour diminuer le nombre d'enfants qui ont à consulter en orthophonie ou qui ont des difficultés de langage au final? Donc, je rappelle que ce sont des conditions socialement construites, celles qu'on voit à l'écran, ces déterminants sociaux-là, ce n'est pas des prédispositions biologiques. Donc, on peut les éviter. Alors, les disparités socialement construites, ces disparités-là, elles ont des effets tout au long de la vie. Donc, vous allez voir que là, ce matin, on a tâté un petit peu le terrain sur la question des inégalités sociales, des déterminants sociaux du développement du langage. Donc, je vous invite
à essayer de réfléchir en ces termes-là tout au long de la journée, tout au long du colloque. Et justement, ce colloque aujourd'hui, pourquoi on a commencé en parlant d'inégalité sociale de santé, de déterminants sociaux, c'est quoi le lien? En fait, c'est un colloque sur l'adversité. On parle d'adversité, de développement du langage et des facteurs qu'on peut soutenir pour diminuer les difficultés de langage dans ces contextes-là. Et je trouvais ça intéressant de partager une citation par l'équipe de Boyce et collaborateurs en 2021 qui dit que les adversités précoces, et par ça on inclut la maltraitance envers l'enfant, la violence familiale ou dans la communauté, la toxicomanie, les troubles de santé mentale, la pauvreté et le racisme sont hautement prévalentes et ces auteurs-là vont jusqu'à dire qu'elles touchent au moins la moitié des enfants avant qu'ils atteignent l'adolescence. C'est énorme, hein? Donc il faut parler des liens entre l'adversité et le développement langagier. Encore une fois, ce sont des adversités qui sont basées sur des catégories socialement construites et non des prédispositions génétiques, donc on peut les éviter. Alors, il faut en parler de ces adversités et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, en particulier des enfants en contexte de négligence, qui est un contexte où on a beaucoup d'adversité, beaucoup de défavorisation sociale et matérielle, qui est le reflet d'un cumul aussi de facteurs de risque sociaux, personnels, familiaux auxquels sont confrontées les familles. Et aujourd'hui, en particulier, on va vous présenter des retombées du projet Élan, comme le disait Odette, et à 9h30, tout de suite après ma présentation, vous allez savoir quel est à peu près le pourcentage d'enfants en contexte de négligence qui ont des difficultés de langage dans différentes composantes de leur langage. Et on sait par des études précédentes que des enfants négligés entre 0 et 3 ans, on en retrouve presque la moitié avec des difficultés assez importantes de langage. Donc, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on parle d'eux aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aussi parler d'autres enfants, mais on va toujours avoir la trame de fond de l'adversité et des déterminants sociaux. Donc, vous allez avoir tant des présentations sur les effets de l'adversité sur le développement du langage. Donc, ça va être le cas avec Odette, Elsa et Caroline. Et aussi des présentations qui visent plutôt les connaissances et de discuter des actions qu'on peut poser sur les déterminants sociaux du développement langagier, beaucoup en lien avec ces facteurs proximaux-là, qui est l'interaction par enfant, la relation entre l'enfant et les adultes significatifs de son entourage. Donc, je vous laisse sur quelques messages clés avant de passer aux discussions. Donc, à retenir, hein, on peut dire que le développement du langage, un développement harmonieux du langage, c'est un enjeu de santé publique. Ça devrait être placé au cœur de nos priorités collectives de santé publique. C'est aussi une responsabilité collective. Hein? Quand on s'appuie sur le modèle que j'ai présenté, le modèle TEAM, on voit qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs dans la vie des familles, sur le plan personnel, familial, social, communautaire, qui peuvent les empêcher de s'engager dans des interactions soutenantes pour le développement de l'enfant. Et donc, ça nous rappelle que le développement du langage, c'est une responsabilité collective et non seulement une responsabilité des familles et des parents, et que ces familles-là ont besoin d'aide pour offrir des milieux stimulants en matière de développement global des enfants et aussi en matière de langage. Pour aider ces familles-là, on a discuté ou on a commencé à réfléchir un peu sur les déterminants sociaux sur lesquels on peut agir pour les aider, pour donc les amener à être en mesure d'offrir ces interactions-là à leur enfant ou d'offrir à leur enfant des milieux dans lesquels il va avoir accès à des interactions riches avec les adultes. Donc, j'espère ce matin avoir suscité des réflexions de votre part, avoir commencé à peut-être élargir notre regard sur le développement langagier pour mieux le soutenir. Donc, c'est sur ce mot-là que je vous laisse et je vous souhaite un excellent colloque.